Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de nous rejoindre sur TV Coran, sur le plateau de votre émission sur la voie du changement, avec notre fidèle consultant, Dr Cherif Driss, politologue et enseignant à l'École nationale de journalisme, mais aussi notre invité, le professeur Mohamed Boudjelal, professeur d'économie à l'université de Msila, membre du Haut Conseil islamique et spécialiste en finance islamique. Alors, les 24 et 25 novembre dernier se tenait le symposium algérien de l'assurance et de la finance islamique. Y étaient présents de nombreux invités, des responsables des institutions publiques et privées, la Banque d'Algérie, la CNEP, la Badr, la Baraka, etc. Et puis des experts de plusieurs pays, comme le Maroc, la Turquie, la Tunisie, la Malaisie et la France. Les débats se sont centrés sur les enjeux et les opportunités de cette finance qualifiée d'éthique et qui recouvre toutes les transactions conformes à la loi musulmane, à la charia. Alors, la finance islamique s'appuie sur 5 piliers. Le premier, c'est l'interdiction de l'intérêt. Le second, l'interdiction de tout ce qui est spéculation et de tout ce qui est incertain. Il s'agit aussi de s'appuyer sur l'interdiction d'investir dans tous les domaines et les secteurs qui sont illicites, comme l'alcool, les jeux de hasard, la prostitution et d'autres secteurs. Mais aussi sur cette notion de partage des profits et des pertes. Alors, introduire la finance islamique, c'est, selon le professeur Boudjelal, permettre de capter près de 4 000 milliards de dinars, en plus de quelques 20 milliards de dollars qui circulent dans le marché parallèle. Mais ce n'est pas tout. Pourtant, et malgré certaines initiatives de la Banque d'Algérie et du ministère des Finances, la commercialisation des produits et des services islamiques titube. Alors pourquoi? Où est-ce que ça bloque? On essaiera de voir ça au cours de cette émission, mais je vous laisse avant avec ces quelques extraits du symposium d'Alger. نريد أيها الإخوان أيتها الأخوات نريد أن يدرك الناس ولا سيما المهتمون بالشأن الاقتصادي أن تعايش النظام المالي الإسلامي مع النظام التقليدي إنما يقوم على نظرة الإسلام إلى التعامل مع الآخر فكرا ونظاما وإلى دعوته إلى التعامل مع الغير والاعتراف بحقه في العيش والحضور والممارسة. فالمصارف الإسلامية تشترك مع البنوك التقليدية في كثير من المنتجات والعمليات المصرفية وتتميز بالتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وكما أشرت هي أيضا من خصوصيتها أنها تخضع للرقابة الشرعية كما تخضع للرقابة المصرفية. ولعل من نافلة القول التذكير بأن المصارف الإسلامية في الواقع الراهن هي جزء من النظام المصرفي المحلي والدولي، تؤثر بدورها في الاقتصادات المحلية والعالمية، ومن ثم فإن التعاون مطلوب بينها وبين المصارف التقليدية لخدمة الأهداف الوطنية، والمجالات كثيرة للتعاون بين النظامين في المعاملات التي ليس فيها مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية. إذا كان مشروع النظام الجديد قد يسمح للبنوك والمؤسسات بتسويق منتجات التمويل التشاركي، فإنه لا يمكنه بعد بالقيام بجميع العمليات البنكية التشاركية. على سبيل المثال الحصر عمليات السوق المفتوحة وعمليات السوق ما بين البنوك. لتغطية باقي العمليات البنكية من قبل الشبابيك التمويل التشاركي على السلطات بما فيها بنك الجزائر بذل المزيد من المجهود لطرح نصوص تنظيمية إضافية لاستكمال الترسانة القانونية
وتأطير جل الأنشطة التمويل التشاركي. في هذا الصدد تم تحديد منهجية بنك الجزائر حول 3 مبادئ أساسية، وهي التشاور في إعداد النصوص la consultation dans l'élaboration، التدرج في تطبيقها la graduation dans l'application، وإشراك جميع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية l'inclusion de l'ensemble des acteurs économiques et sociaux. نشير هنا إلى أن عملية إنشاء إطار تنظيمي محاسبي وإداري متكامل يحكم نشاط النوافذ أو الشبابيك التمويل التشاركي داخل البنوك والمؤسسات المالية التقليدية المعتمدة هي عملية مستمرة في الزمن processus de longue haleine تتطلب نفس طويل وتستدعي الكثير من الجهود والصبر والمثابرة من قبل جميع الفاعلين في هذا المشروع. إن تحقيق نجاح مشروع التمويل التشاركي في الجزائر يرتكز على نجاعة جهود طاقم من العاملين المتدربين والمؤهلين والمتكونين بصورة كافية وشاملة. لما بدأت التجربة المصرفية الإسلامية في السعودية اللي هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وهي الآن رقم 2 من ناحية الأصول المالية، كاينة إيران بعد السعودية بحجم أكثر من 500 مليار دولار حجم الأصول المالية في السعودية. كان التخوف قبل 10 أو 15 سنة في السعودية أن تكون هنالك une migration massive des comptes conventionnels vers les comptes islamiques، وقد يحدث ذلك شرخا أو هزة في النظام المصرفي، وهذا لم يحصل. الآن حسابات الودائع في السعودية انتقلت كلها الآن 100% متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن ناحية التمويلات، من ناحية الاستخدام هذه الأموال، بلغت الاستخدامات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، آخر تقارير طلعت عليها 63%، ولم يحدث ذلك شرخا، بمعنى أنه ما فيش تخوف. Parmi les opportunités, c'est que les pouvoirs publics ont demandé, d'une part, au Conseil national des assurances de réfléchir sur un projet d'assurance Takaful depuis des années, bien avant le secteur bancaire. Donc nous avons essayé d'arrêter les grands principes et d'éviter d'aller dans les détails. Pour ne pas trancher les questions du détail, nous avons préféré laisser ça au régulateur qui aura les outils juridiques pour modifier rapidement et comme il se doit les autres aspects. Donc ça c'était un principe du groupe de travail. Nous avons essayé aussi, nous avons opté pour la libération des initiatives. Ça ne sert à rien de prendre position pour ou contre les Windows. Nous avons décidé de laisser les choses et après le marché va se réguler de lui-même. Donc nous avons opté pour laisser la création de sociétés d'assurance Takaful spécialisées et la possibilité que les autres sociétés d'assurance classiques d'ouvrir des fenêtres Takaful. La même chose, nous avons arrêté, adopté le principe qu'il y ait un conseil national qui se charge du contrôle de la conformité Sharia pour éviter les dérapages vécus dans d'autres expériences où chaque société se permet d'avoir un conseil Sharia avec tous les risques de débordement qu'il y a. Donc, avoir un conseil national, c'est lui l'autorité suprême et en dernier ressort est une bonne solution. Nous avons ajouté plus que ça, tous les membres Sharia Board des différentes compagnies d'assurance, différentes institutions, doivent être agréés préalablement par ce conseil-là, afin qu'ils s'assurent qu'ils ont la compétence technique et la compétence chériatique pour pouvoir apprécier, pour éviter aussi que n'importe qui peut devenir un Sharia Board pour apprécier ces opérations. Si on parle de la finance islamique, il faut dire que l'un des premiers produits qui ont été mis en place en Algérie, si la bourse existe à partir de 1997, c'est bien au niveau de la bourse, puisque le marché des actions, ou le marché des titres de capital, Souq al-Ashum, il épouse parfaitement en fait, les préceptes de la charia, notamment les 3 P chers à la finance islamique, qui est celle du partage des profits et des pertes. Donc sur cette base-là, le marché des actions au niveau de la bourse d'Alger est tout à fait conforme à ce qui est préconisé par
la finance islamique dans ce domaine-là. Seulement, nous avons aussi un autre marché qui est le marché des obligations, donc le marché de l'endettement. Mais sur ce marché-là, nous avons uniquement des obligations. Donc, senadet, muqrouna bi fawaid. Donc, qui sont des obligations qui sont adossées à des intérêts. Alors, nous, on ne voudrait pas placer déjà le débat dans une espèce de confrontation entre la finance classique et la finance participative ou islamique. Nous croyons que du point de vue de l'inclusion financière, qui est chère à nos dirigeants, et la Banque d'Algérie est très active sur cette partie, donc partant de ce principe d'inclusion financière, nous pensons que tout Algérienne et Algérien a le droit d'avoir un accès à des financements, à des services bancaires ou à des services financiers, quelles que soient ses capacités, quelle que soit sa croyance, quels que soient ses moyens, mais également quelle que soit sa situation géographique. Donc si on arrivait à mettre sur le marché des soukouks institutionnels, donc des soukouks souverains pour l'État et pour les collectivités territoriales, eh bien, le développement de l'économie nationale passe par le développement local. Ce n'est pas quelque chose qui est... on ne va pas revenir là-dessus. Donc on est bien convaincu sur ça. Reste maintenant un élément important. S'il y a le règlement de la Banque d'Algérie qui autorise les banques à ouvrir des guichets ou des Islamic Windows, la Banque d'Algérie n'est pas l'autorité de la Bourse d'Alger. Nous avons notre propre autorité qui est la COSOB, mais actuellement nous ne pouvons pas émettre de soukouk parce que la législation, notamment le Code de commerce, ne les reconnaît pas en tant que tels. أكبر ما تميز فيه ماليزيا إطار قانوني وتشريعي واضح مستقر. المستثمر الأجنبي يأتي ويعرف بأن الوضع هذا مستقر قانونيا في المصارف، فيفتح مصرف يدفع يستثمر ولا يخشى أنه في الصباح تتغير المعادلة من 49 إلى 45 إلى 30 إلى قانون ملغى، فالأمور كلها مستقرة. هذا الذي كذلك ساعد. L'acculturation de la finance islamique. التثقيف المالي الإسلامي c'est une chose très importante. شعوبنا عندها دائما شك من كل شيء. لو تأتي لأحد وتقول له الماء هذا أو l'eau minérale هذه c'est 0% nitrate. Il va avoir des doutes. Il dit que c'est pas vrai, ils sont en train ils mentent par rapport à ça. Que dire lorsqu'il s'agit de finance islamique? Vous allez lui dire ça, c'est un produit qui est conforme à la charia, ça a été validé, eh ben, il va pas être certain de cette conformité. Un autre défi, c'est de traiter la finance islamique comme une discipline à part entière, loin du cadre idéologique et politique. Ça, c'est une chose très importante. La finance islamique n'appartient à personne. Ce n'est pas un courant politique bien déterminé. C'est une finance. Actuellement, on voit des pays non musulmans, tels que Hong Kong, tels que l'Afrique du Sud, tels que des pays africains, mais quand même tels que la Grande-Bretagne, bien sûr, avec plusieurs banques islamiques. Voilà, donc c'était Majid Rasselah qu'on aura tout à l'heure au téléphone depuis la Tunisie. Professeur Boudjelal, on a entendu beaucoup de défis à relever pour justement pouvoir installer cette finance islamique. Ma première question, c'est que on a déjà entendu le gouverneur de la Banque d'Algérie affirmer que tout est fin prêt pour que la finance islamique soit adoptée concrètement et véritablement en Algérie. Sauf qu'on ne comprend pas pourquoi tant de lenteur dans l'introduction des produits bancaires qui portent donc le label islamique, soit pour le grand public ou alors pour financiariser l'économie. Surtout lorsqu'on sait que le rapport de loi de cette année souligne que les actifs bancaires islamiques pourraient atteindre jusqu'à fin décembre dans les 3 400 milliards de dollars américains. La finance islamique en tant qu'industrie en Algérie, elle a pris son chemin depuis 1991, depuis la création de la Banque Al-Baraka, suivie de la création de Banque Salam en 2008. Cependant, ces deux banques opéraient dans le cadre de la loi sur la monnaie et le crédit de 1991, amendée en 2003. Mais toujours est-il que cette loi ne prévoit pas clairement
la création de banques islamiques. C'est pourquoi il fallait rattraper ce retard et le gouvernement a décidé, a déclaré en 2016 que l'Algérie elle va travailler sur ce chantier en proposant, en élaborant une loi beaucoup plus élaborée par rapport aux activités bancaires islamiques. Donc au niveau du Haut Conseil islamique, nous avons fait nos propositions d'amendement de quelques articles de la loi sur la monnaie et le crédit, notamment l'article 67, 68 et 73. Bon, la Banque centrale ont vu autrement. Ils ont préféré laisser la loi sur la monnaie et le crédit telle qu'elle est et ils ont préféré proposer la publication d'un règlement spécifique à la finance islamique qu'on attend toujours. De toute façon, comme vous venez de le souligner dans votre introduction, nous nous félicitons que la Banque centrale a participé durant les 2 jours, le 24 et 24 novembre, du symposium SAFI 2018. Le directeur de la réglementation et du crédit au niveau de la Banque centrale, il a pris la parole. C'était la première conférence d'ailleurs. Et il a bien parlé en disant que c'est un grand chantier, que toutes les parties prenantes doivent s'y mettre pour réussir ce projet. C'est bien, il a bien dit, il a parlé de ces 3 principes soulevés par la Banque centrale, qui est la consultation, la graduation et l'inclusion de tous les acteurs. Nous nous félicitons évidemment de cette participation de la Banque centrale, même le vice-gouverneur y a assisté. Cependant, évidemment, tous les acteurs attendent la publication de ce règlement spécifique à la finance islamique. Quand il y a une loi et qu'à côté il y a un règlement spécifique, est-ce que ça ne va pas défavoriser en fait les banques islamiques par rapport aux banques conventionnelles? Est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de... Non, non. Le système dualiste, il existe dans plusieurs pays dans le monde. C'est-à-dire la pratique bancaire islamique, elle existe dans plusieurs pays qui ne sont pas totalement islamisés, à l'exception de l'Iran et du Soudan. Les autres pays connaissent tous un système dualiste où les banques conventionnelles opèrent côte à côte avec les banques islamiques. Cependant, la spécificité de la banque islamique nécessite qu'il y ait certaines dispositions d'ordre législatif et même d'ordre réglementaire et d'ordre aussi chariatique. Pourquoi justement ne pas aller plus loin justement dans la révision des textes et des instructions fiscales pour justement favoriser cette installation au lieu de faire une petite avancée par là. Voilà, peut-être que la Banque centrale... on marche, c'est comme si on marchait sur des œufs. Et qu'est-ce que vous voulez? Bon, on parle de graduation, je ne sais pas. De toute façon, moi en tant que spécialiste... C'est important la graduation. Oui, c'est important. Mais moi en tant que spécialiste, j'ai pris l'industrie dans sa globalité. Donc, dans la proposition que nous avons faite auprès des pouvoirs publics pour les amendements des différentes lois de la République, nous avons cité la loi sur la monnaie et le crédit, nous avons cité aussi le code commerce, comme l'a bien dit le collègue Yazid Belmour, directeur de la Bourse d'Alger. Il a bien cité, il a bien montré dans sa présentation que la Bourse d'Alger ne peut pas émettre de sukuk, donc il n'y a pas un amendement de la loi du code commerce. Donc tous ces aspects, on les a étudiés au niveau du ACI. Le ACI, il a fait un très bon travail. On a abordé toutes les questions relatives à la finance islamique, la loi sur les assurances, parce qu'on a abordé aussi les assurances dans un système islamique. Donc même le Conseil national des assurances en Algérie, il a fait un très très bon travail. Sincèrement, on a repris juste les propositions du CNA qui a fait un très bon travail. On l'a intégré dans notre proposition.
aussi comme vous le dites, pour qu'il n'y ait pas de faveur des banques conventionnelles par rapport aux banques islamiques, il faut cette neutralité fiscale. Donc au niveau de la loi des finances, il faut introduire un paragraphe qui assure la neutralité fiscale. Et nous avons proposé, nous avons fait cette proposition au niveau de la PN. Nous avons même touché le président de la commission des finances. Et je ne sais pas si elle est passée ou pas encore, mais on veut une prise de conscience collective de la nécessité de créer les conditions favorables à cette industrie. Parce que parler de quelques produits, salam, murabaha, istisna, etc., ce n'est pas la finance islamique, elle va au-delà de ces produits bancaires tels que cités par la Banque centrale, parce que la Banque centrale, ils ont parlé de 7 produits. Un produit d'épargne, des dépôts d'investissement et 7 produits de financement. 6 produits de financement. Moi, j'aurais aimé laisser la finance islamique progresser, se développer harmonieusement en créant les conditions de réussite. De toutes les façons, comme l'a dit monsieur le directeur de la réglementation, puisqu'on parle de consultation, on est là pour toute demande d'aide de la part du ACI. On est là pour aider les institutions de l'État à créer les conditions favorables pour la réussite de ce projet. Très bien. Docteur Delissi, il faut avoir une vision claire et bien définir sa stratégie pour pouvoir avancer dans le domaine de la finance islamique. Sinon, ce ne sera pas possible. Tout à fait. C'est-à-dire que pour ce Boudjili l'a si bien dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas segmenter, parler uniquement de la finance islamique, c'est-à-dire que le mettre dans son ensemble. Quand il s'agit de parler de réforme, parler de réforme du système financier dans son ensemble, qui dit réforme, l'un des aspects fondamentaux, c'est l'aspect juridique. L'aspect juridique et l'aspect législatif. L'intervenant tout à l'heure, quand il a parlé de la Malaisie, il a bien fait de le souligner, c'est que la stabilité juridique, c'est quelque chose de fondamental. Quand vous avez des investisseurs qui viennent, l'une des questions qu'ils soulèvent, l'une des conditions qu'ils posent, c'est que la stabilité juridique, c'est-à-dire en termes d'investissement, en termes de rapatriement des dividendes. Donc, ce qui nous amène à penser que quand on pense, on réfléchit sérieusement à installer ce produit qui est très important, je dirais même une industrie, c'est-à-dire qu'il faut penser dans sa globalité, c'est-à-dire des réformes économiques en profondeur, des réformes financières, et cela fait partie d'une politique de l'État, une stratégie à long terme. Certains pays qui l'ont installé, c'est-à-dire qu'on procédé de cette manière, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire du jour au lendemain, on se réveille tôt le matin, on va dire tiens, voilà, on va faire de la finance islamique, d'autres le font, pourquoi pas nous. Là, je pense que cela demanderait une réflexion à long terme et de dire qu'est-ce qu'il pour cette finance, ce produit, cette industrie, qu'est-ce qu'elle pourrait nous apporter et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en termes de création d'environnement, de conditions idoines pour qu'une telle finance, non pas en tant que produit, mais une industrie s'installe, non pas en tant que pratique, non pas, il ne s'agit pas de l'institutionnalisme, mais aussi de culture. Parce que l'un des aspects les plus importants, c'est de convaincre le citoyen de dire que finalement, il y a un nouveau produit, de faire confiance à cette finance islamique, de placer de l'argent dans les banques islamiques et s'approprier, ce qu'on appelle l'appropriation de ces produits. Donc là, je crois qu'il y a un effort qui devrait être fait par les pouvoirs publics et pas que, c'est-à-dire qu'avec l'implication de tous les acteurs. Parce qu'en fait, on est dans les politiques publiques. Et quand il dit politique publique, ce n'est pas l'affaire uniquement de l'État, ce n'est pas ce qu'on appelle les politiques réglementaires ou redistributives, mais c'est une politique qui applique tous les acteurs avec une stratégie bien définie, avec des objectifs à court, à moyen et à long terme et les moyens adéquats pour y parvenir. Professeur Boudjel, on parle beaucoup de cette question de l'inclusion financière. C'est quoi l'inclusion financière? L'inclusion financière veut dire arriver à convaincre le citoyen là où il est de la nécessité de déposer son argent dans une institution financière et éventuellement de demander l'aide à cette institution pour le financement de projets. Elle est plutôt adressée aux catégories dites vulnérables, ou faibles, vulnérables, c'est ça, qui ont des revenus voilà, faibles. C'est un terme utilisé par les institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale et le FMI, le Fonds monétaire international. Pourquoi on s'intéresse à cette question? Parce que la majorité
de la population mondiale est pauvre. Donc il y a un problème de fond, une question de fond qui se pose aux décideurs de par le monde. Vous savez, madame, la classe moyenne dans la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, dans la rive nord des États-Unis d'Amérique et la rive sud de l'Amérique latine, je crois, enfin, c'est mon analyse, le citoyen moyen, il est pris entre une tenaille. Au sud, c'est la pauvreté qui pousse des citoyens à immigrer en grand nombre. Et nous voyons ces vagues de migration qui sont incontrôlables. Et ça, c'est un problème crucial pour l'humanité. Dans le nord, nous voyons ces gilets jaunes à Paris et à Bruxelles. Et je crois que le malaise est beaucoup, il va au-delà de ces deux pays, parce qu'il y a un système, sincèrement, il y a un système financier conventionnel qui crée les conditions d'inégalité dans la distribution de la richesse mondiale. Et ce problème, il a été cité, j'ai devant moi la citation d'un éminent banquier américain qui dit que le problème que pose le système financier, il dit la chose suivante, conventionnelle: je ne crois pas que l'instabilité financière soit née d'une mauvaise gestion ou d'une mauvaise réglementation. Elle est inhérente à la nature même du système financier que nous avons mis en place et semblons aimer. Donc c'est la toile de fond du problème de la finance conventionnelle. Les riches s'enrichissent davantage, les pauvres s'appauvrissent davantage, et la seule cause, comme je l'ai toujours dit dans les plateaux de télé et dans mes écrits, c'est le problème du compteur. Le compteur infernal qui ne s'arrête pas. Le financier donne de l'argent et il commence à compter ses revenus. Par contre, le pourvoyeur du travail, le travailleur, il ne sait pas, il est confronté seul aux aléas de la perte et du profit. Et ça pose un problème de fond. C'est pourquoi la finance islamique, elle est venue à un moment où le monde cherchait une solution à ce problème. Et je crois que la solution, la finance islamique, elle est porteuse de réponses à ces questions qui ont irrité la pensée des économistes depuis des siècles. Mais comment la finance islamique pourra justement mettre fin à ces disparités? Par quel moyen? Voilà, elle met fin à ces disparités par les principes auxquels elle adhère. On a trois principes essentiels de la finance islamique. La non-pratique de l'intérêt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compteur. On donne de l'argent, on finance un projet donné. D'accord, mais on ne fait pas du bénévolat, ceci dit. Parce que... Non, le bénévolat, c'est autre chose. Non, mais je veux dire que ça ne veut pas dire que les banques islamiques, les produits islamiques, faire dans la finance islamique... Voilà, non, la finance philanthropique, moi ce je n'est pas de la finance philanthropique. C'est la zakat et le waqf. Souvent, lorsqu'on parle avec justement les gens, on a l'impression qu'ils croient que lorsqu'on dit finance islamique, ça veut dire qu'il n'y a pas de profit. Finance gratuite. Voilà. Non. La finance islamique, c'est une finance de marché, mais seulement la philosophie de la finance islamique, elle est complètement différente de la philosophie de la finance conventionnelle. C'est-à-dire que dans la finance islamique, chaque opération de financement est intimement liée et adossée à un actif réel, une opération réelle. D'ailleurs, le système conventionnel, le problème avec le système conventionnel, c'est quoi? C'est cette dichotomie entre l'économie réelle et l'économie financière. Et c'est pourquoi que maintenant, les moyens de paiement, c'est-à-dire le moyen de paiement créé ex nihilo, comme je l'ai dit, par la mécanique du compteur, sont beaucoup plus grands par rapport à l'économie réelle. Et ça crée ce dysfonctionnement. L'économie islamique, je reviens aux trois principes essentiels que moi je trouve intéressant de les citer ici, de rappeler ici. Donc la non-pratique de l'intérêt, l'interdiction de la spéculation à découvert. À découvert. C'est ce qui se passe dans les marchés financiers. Hasardeuses, oui. Et le troisième principe, c'est l'interdiction de ce qu'on appelle la titrisation des créances ou bien la vente de produits toxiques,
comme l'a dit le collègue Chérif Driss l'a mentionné, les produits toxiques maintenant, ils posent un problème au niveau des marchés financiers. Et même, il y a beaucoup d'États de par le monde qui ont essayé de cadrer cette industrie de produits, comme ils disent, produits dérivés, mais finalement, au moins, c'est la vente de dettes qui a été interdite par le prophète sallam, et c'est un miracle de la sunna du prophète sallam depuis 14 siècles, lorsqu'il a interdit bay' al-kali bil-kali, c'est-à-dire la vente des dettes par les dettes. Et ça, vraiment, on a senti l'intérêt qui va étrangler encore plus après la crise financière de 2008, la crise des subprimes. Oui, absolument. Voilà. Si vous permettez, pour aborder dans le sens de Boudjel, c'est qu'actuellement, il y a une financiarisation de l'économie mondiale. C'est-à-dire que les marchés financiers, soit les banques ou les institutions financières, ou même les fonds privés et tout, sont en train de dominer la sphère réelle, à savoir l'industrie, les services, l'agriculture et tout, à telle enseigne qu'actuellement, c'est que c'est le financier qui détermine le cheminement, ce qu'on appelle du processus économique, en amont et en aval. Ce qui s'est passé en 2008, justement, c'est que cette évolution de cette financiarisation est arrivée à un stade où l'un des avatars, c'est la vente des dettes. Ce qui a provoqué la crise du ce qu'on appelle la bulle spéculative, c'est-à-dire qu'un prêt, quelqu'un qui achète aux États-Unis, qui achète une maison qui fait $300,000, les émoluments, lui et son épouse ne dépassent pas les $4,000. Le type, il commence avec, on va dire, des traites à $1,500. Il se retrouve du jour au lendemain à payer des traites à $4,500. Et on lui dit à la fin que finalement, c'est que votre dette a été vendue. Donc vous devez de l'argent. Non, c'est la pyramide qui a fait que du jour au lendemain, des centaines de milliers d'Américains se sont retrouvés sans rien du tout. Sans faillite. 700 000 Américains sont tout à fait sans logement. Sans faillite, ce qui a posé un problème au-delà de la pratique, un problème d'éthique. D'où certains ont parlé, pourquoi justement ne pas parler de ce qu'on appelle d'une moralisation de la pratique financière et de recourir au principe de la charia et de la finance islamique. Est apparue clairement donc la solution de la finance islamique. Nous avons avec nous Azzdin Ghlamla. Salam alaikum. Vous êtes fondateur de SAFI, cabinet de conseil français spécialiste de la distribution et de la conception de solutions Takaful et finance islamique. Vous conseillez également des institutions et des organisations qui s'intéressent à ce type de finance. Alors, il y a certaines voix qui crient que la finance islamique pourrait être un frein aux investissements étrangers et aux différentes transactions. Qu'en dites-vous ? Vous, justement, qui négociez avec des organisations qui s'intéressent justement à la finance islamique. Alors, je vous entends très bien. Vous avez dit que la finance islamique pourrait constituer un frein ou un accélérateur aux investissements étrangers. Non, je vous ai signalé qu'il y avait des voix qui soulignaient que la finance islamique pourrait être un frein aux investissements divers, étrangers et différentes transactions. Alors, voilà. Je suis assez surpris en fait, puisque a priori c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt un moyen supplémentaire pour accélérer les IDE. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a de nombreuses banques qui souhaitent investir et se développer sur le marché algérien. Pourquoi? Parce que l'Algérie est un pays sous-bancarisé et dans lequel il y a un taux de pénétration de l'assurance qui est très très faible. Donc la réserve de croissance en matière de bancarisation et de développement des assurances est très importante. Donc c'est un pays qui a un potentiel très important pour le développement de la banque et de l'assurance. Or, nous savons qu'il y a un frein culturel et culturel relatif à l'interdiction des intérêts en islam et que justement la finance islamique et l'assurance Takaful peuvent lever. Nous, à titre d'exemple, on a conseillé par exemple une société allemande il y a 2 ans de ça, qui avait pour projet effectivement de développer du Takaful famille en Algérie. C'est une société qui fait à la fois de l'assurance conventionnelle et de l'assurance Takaful Moyen-Orient. Donc on a un exemple ici d'une société étrangère européenne
qui avait l'intention d'investir en Algérie pour pouvoir créer une société. Sinon, on peut également parler du développement de l'industrie des soukouks et des marchés financiers islamiques. Et là aussi, on a de la liquidité qui cherche à avoir des débouchés. Parce que vous avez de nombreuses banques islamiques qui sont développées en Asie du Sud-Est ou au Moyen-Orient et qui cherchent à investir les liquidités de leurs déposants dans des émissions de soukouks, que ce soit des soukouks souverains, donc émis par des États, ou des soukouks corporels émis par des entreprises. Donc, je vous avoue que je ne comprends pas trop la question de dire que ça pourrait représenter un frein. À mon sens, ça représente surtout un accélérateur, un outil supplémentaire pour pouvoir drainer de nouvelles ressources en provenance de l'étranger. Très bien. Monsieur Azdine Ramallah, parmi les personnes qui nous suivent, il y a des franco-algériens qui vivent en France. Et justement, en France, l'handicap à l'introduction de la finance islamique est d'ordre politique et aussi par rapport au positionnement laïque de l'Hexagone. Cependant, certaines transactions financières se font avec des pays musulmans riches qui possèdent des fonds assez importants à travers des filiales étrangères de banques françaises qui font des montages financiers islamiques. Mais lorsqu'il s'agit du citoyen français, notamment de confession musulmane, cela lui est interdit. Comment expliquer cela? Alors, pour ce qui est des citoyens français de confession musulmane, on ne va pas dire que ça leur est interdit, puisqu'il y a des entreprises comme Safi, par exemple, qui développent des solutions de finance islamique et d'assurance Takafoul en Europe. Donc ça n'est pas interdit, c'est juste qu'effectivement, sur le marché français, il n'y a pas de volonté politique véritable. Ça, c'est un fait. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait des initiatives privées, des start-up, des entrepreneurs qui, conscients des besoins de la population musulmane de France, développent justement des solutions de finance islamique pour permettre l'accession à la propriété ou des solutions de couverture Takafoul pour, par exemple, le financement du rapatriement des corps dans le pays d'origine. Je vous remercie, Azdine Ramallah. Je vous en prie, je profite de vous avoir à l'antenne pour partager avec vous une réflexion. Oui. Je ne sais pas ce qui a été dit auparavant, mais est-ce que vous savez pourquoi Aristote a-t-il condamné l'usure le premier? Oui, allez-y, je vous écoute. Il a dit en fait que l'usure était contre nature. Oui. Pourquoi est-ce qu'il considère l'usure comme contre nature? Parce qu'il a mené une réflexion, Aristote c'est un philosophe, et donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans l'univers, dans la création, rien ne subit l'épreuve du temps. Absolument. C'est-à-dire que le temps a raison de tout. C'est-à-dire que la matière est détruite par le temps ou transformée par le temps. Certes. C'est-à-dire que lorsqu'on applique le facteur temps à la matière qui est présente dans l'univers, eh bien, cette matière tend vers la destruction, elle tend vers zéro. Et il dit, en revanche, il y a une chose qui a été créée par l'homme, qui n'a pas été créé, qui n'est pas présent dans la création de l'univers. Et cette chose, c'est l'intérêt. Et l'intérêt, quand on lui applique le facteur temps, eh bien, il ne tend pas vers la destruction, il ne tend pas vers zéro, il tend vers l'infini. Absolument. Et on peut le mesurer d'une manière mathématique. Vous prenez un capital, vous lui ajoutez la formule du taux d'intérêt composé. Vous prenez l'intérêt aussi faible soit-il, vraiment un intérêt très très faible. Et bien quand vous allez appliquer le temps sur ce capital, vous allez tendre vers plus l'infini. Donc c'est pour cela que Aristote arrive à la conclusion que l'intérêt était contre nature et qu'il était contre les lois universelles présentes dans l'univers.
Merci Azdine Glamla pour cette note philosophique. Il y a aussi un hadith Qudusi où Allah subhanahu wa ta'ala dit que le temps, Dahr, que c'est lui le temps. Celui qui insulte le temps, l'insulter lui. Donc la maîtrise du temps n'est qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc justement, et parmi les problèmes cités, dans l'installation peut-être de la finance islamique en France, mais ailleurs, notamment aussi, même ici en Algérie, on a relevé cette question de dire finance islamique, de la dénomination. Pourquoi ne pas donner un autre nom? Au lieu de dire finance islamique, dire finance participative. J'ai sous mes yeux, vous savez, en France maintenant, les choses bougent un petit peu. On parle maintenant de financeurs citoyens. Parce que ils nous en ont marre avec le système classique conventionnel. Les citoyens veulent s'immiscer dans les affaires. Ils veulent voir comment leur argent est placé par les banques. Et ils peuvent même imposer des conditions. Et c'est pourquoi qu'on parle ici de banque participative. Ça, c'est nouveau en France, ça se fait, même ailleurs hors de la France. Bon. Moi, lorsque j'ai lu cette information qui est nouvelle, je viens de la voir, ça fait juste 2 jours, ils disent que la rémunération, elle s'installe entre, je crois, 3 et 12%. Voilà, 3 et 12%. Voilà, chacun ainsi peut agir à son niveau. C'est toute la beauté de ce modèle, donc de la banque participative, selon le modèle français. Chaque investissement est gratuit, sans frais, et rémunéré entre 3% et 12% brut par an. Taux défini selon le niveau de risque de chaque projet. Donc la finalité d'une banque participative dans l'approche française, le taux d'intérêt n'est pas interdit. حان موعد أذان صلاة العصر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
الصلاة على وقتها. رواه البخاري. اطلعوا على أحوال الطقس مع موبيليس. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. اطلعوا على أحوال الطقس مع موبيليس. Donc on ne peut pas parler de finance islamique ou la banque participative qu'on veut ici. Non. La finance islamique, le terme... Donc la finance islamique n'est pas la finance participative. Elle n'est pas la finance participative. Mais au cours du symposium, on a demandé à ce qu'il y ait ce changement-là de nom. C'est moi qui ai soulevé la question. C'est moi qui ai soulevé la question au cours du colloque. Parce qu'ici en Algérie, en Maroc, on utilise la banque participative. Ici, on utilise aussi le terme, l'expression banque participative. Mais je vois que ce n'est pas... comment dire, ce n'est pas rigoureux, ce n'est pas tout à fait juste de parler de finance participative alors que la finance islamique... Comme vous donnez l'exemple maintenant, vous venez de donner l'exemple. Il y a de l'intérêt en fait. Il y a de l'intérêt. La finance islamique, elle a ses principes. Et ces principes, elles sont propres à elle. D'ailleurs, au moment où Christine Lagarde s'intéressait à la finance islamique... 2005, 2006, 2008, etc. Et avant qu'elle émette ses instructions fiscales, ces 4 fameuses instructions fiscales en 2010, une instruction sur le Mourabaha, une autre sur l'Ijara, une autre sur l'Istisna et une autre sur les Soukouk. Donc ces 4 instructions fiscales, avant cela, le débat, c'était pourquoi dire islamique, pourquoi ne pas dire solidaire, pourquoi ne pas dire participatif, pourquoi ne pas dire alternatif. Mais on a étudié. Pourquoi ne pas négocier là-dessus? Pourquoi ne pas
Si ça peut faciliter les choses, pourquoi ne pas négocier? Je vous dis ça parce que dans l'histoire des musulmans, il y a eu des histoires comme ça. Dans le sulh de l'Hudaybiyah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le sulh avec les Qurayshites, il y a eu ce problème lors de la signature. Le prophète a... celui qui c'est une question de coffre Donc on ne peut pas aussi demander aux autres d'accepter justement cette dénomination d'islam, y compris dans un pays qui est normalement musulman, où tout le monde n'adhère pas à la vision. Cette question ne se pose pas à l'étranger. Elle se pose chez nous, les musulmans. Oui. Elle a été acceptée à l'étranger. Non, elle ne se pose pas par rapport aux musulmans. Elle se pose dans des pays qui sont à majorité musulmans, mais qui sont administrativement civiques. Donc ce problème se pose. On sait très bien qu'il se pose ce problème. Il ne se pose pas, madame. Le FMI a récemment, le FMI, le 24 mai 2018, le FMI, le Fonds monétaire international, a officiellement adopté les principes de la finance islamique. Les principes. Je ne parle pas des principes. Je parle du fait que, au cours de ces 2 jours de symposium, on a évoqué à maintes reprises la question de changer le mot islamique par le mot participatif. C'est faux, elle ne répond pas. Excusez-moi. Non, c'est-à-dire trouver une formule où on dit participatif, après il faut rajouter quelque chose pour dire que ce participatif-là est différent du participatif de cet exemple. Islamique. Voilà. Islamique, donc, tout simplement. Mais il y a des gens qui semblent bloqués sur ça. On a l'impression. Je ne connais pas de gens, non. J'ai bien répondu à la question. Il y a ce blocage, une sorte d'image. On a des craintes d'image, je ne sais pas. J'avais le dictionnaire, le lexique d'économie. C'est dommage, je ne l'ai pas sur moi maintenant. Je l'ai dans ma voiture. Le lexique d'économie a introduit le terme, l'expression banque islamique. Sans préjugés, sans aucun problème. Et les préjugés, ils existent chez nous. Chez nous, voilà, chez nous. Il y a des sortes de craintes. Vous savez, être plus royaliste que le roi. Il y a ces craintes-là par rapport à l'image. Je crois qu'on a dépassé ce débat, il est dépassé ailleurs. Ailleurs. Mais le problème, nous ne vivons pas ailleurs, nous vivons ici. Déjà, justement, il y a un problème avant d'en arriver, ça islamique, finance islamique, participative. Il y a un problème, c'est que la confiance des gens dans les établissements financiers. Rappelez-vous, il y a l'année dernière, le gouvernement a lancé une série d'initiatives, telles que la mise en conformité fiscale, le fait que les gens payent 7%, lancer ce qu'on appelle un emprunt obligataire, rémunéré et tout. Donc il y a toute une batterie d'initiatives qui a été lancée, mais en termes d'appropriation, le problème s'est posé. C'est-à-dire quand on fait le bilan... L'appropriation par le grand public. Par le grand public, c'est-à-dire parce que quand on lance certains, ce qu'on appelle, les obligations, c'est ce qu'on appelle les grands épargnants, les entreprises et tout, mais ce qu'on cible généralement, les banques, c'est les petits épargnants. C'est-à-dire que vous, moi, le professeur Boudjilel, c'est que les gens qui ont tendance à thésauriser leur argent. Comment capter cet argent-là? Tout à fait, le laisser à la maison, c'est que convaincre le simple citoyen algérien, voilà, mets ton argent dans la banque. Oui, mais les banques islamiques ont réussi à capter cet argent-là. Justement, c'est-à-dire que... Enfin, une partie. Une partie, là, parce que la banque Baraka, pardon, parce que la banque Baraka et la banque Selam n'ont pas... tous les deux, ils sont à 70 agences. Oui. Je parle de la Badr toute seule, elle a plus de 300 agences devant. Oui, bien sûr, il y a une... Donc il y a un problème de réseau. C'est-à-dire que le problème qui se pose, c'est qu'il est d'ordre psychologique. C'est-à-dire que chez le citoyen, le simple citoyen, c'est-à-dire qu'il y a cette réticence, cette désaffection vis-à-vis, cette méfiance à l'égard des établissements bancaires. Bon, il est vrai qu'historiquement, l'État, c'est-à-dire qu'il n'a pas encouragé la bancarisation. À un moment donné, le simple citoyen n'avait pas le droit d'ouvrir un compte bancaire. C'était plus des comptes commerciaux. Là, quand on a ouvert les vannes, on a simplifié les procédures, on encourage les gens d'aller ouvrir des comptes. C'est que les gens, même pour un compte dans une banque islamique, ils sont réticents. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'image, un problème de perception, c'est plus de l'affect du psychologique. C'est que là, peut-être l'un des enjeux, l'un des objectifs de la finance islamique, c'est de convaincre les gens comment s'approprier, c'est-à-dire un tel précepte, une telle pratique, un tel concept, parce que le vrai gisement, je ne parle pas des grands épargnants, le vrai gisement, il est là, M. Boudjilel l'a si bien dit, c'est qu'il y a de l'ordre de 40 milliards de dollars
chez les épargnants. Et c'est là qu'il faut convaincre, c'est-à-dire le message doit s'adresser à cette catégorie qui représente la majorité, de leur dire finalement que d'un problème de changement de perception, changement d'image, travailler sur l'image. Ça c'est fondamental, c'est très important. Première des choses, c'est d'aller déposer votre argent dans les banques. Première étape. Deuxième étape, de dire que finalement, si vous ne voulez pas le système conventionnel, il y a un système alternatif. C'est-à-dire que pour des raisons en rapport avec les convictions religieuses, il y a les produits. Le libre choix. Le libre choix. Instaurer le libre choix. Là, je crois qu'il faudrait encourager parce que mais il n'y a pas justement, il n'y a pas le libre choix. Le choix est plutôt vers les banques conventionnelles, pas vers les banques islamiques. Non, tout le problème est là. Madame, en tout cas pour l'instant. Si ce règlement sera publié le plus tôt possible, bon, on parle, bon, peut-être que ce sera avant 2019, si vraiment c'est le cas, les banques publiques qui s'accaparent 87% du marché bancaire. Oui. Donc un réseau de banques dense. On a près de 1000 agences, toutes banques confondues à travers le territoire national. Là, on pourra vraiment parler d'inclusion financière. Là, le citoyen, n'importe où, dans n'importe quelle daïra, dans n'importe quelle ville d'Algérie où il est, il a devant lui une banque qui pratique les produits bancaires islamiques. Évidemment, il peut même ne pas en fait changer de banque, rester dans sa banque et basculer vers la fenêtre islamique à condition qu'en matière de réglementation et de fiscalité, ça soit équitable. Parce qu'après, s'il va payer plus, ça va, je veux dire, ça va être un frein. Hein, s'il va payer plus, il va basculer du côté de la finance islamique. Il faut que la loi... La question du coût, on ne peut pas la connaître jusqu'à présent tant qu'on n'a pas lu le règlement. Mais on connaît pas mal de gens qui disent que peu importe le coût, moi je choisis le halal. Oui. Donc, comme l'a dit un collègue en France, il dit c'est le prix, the price of being Muslim, le prix d'être musulman. Donc, mais, Inch'Allah, avec le temps, vous savez, chaque chose elle a ses débuts. Les banques publiques en Algérie, elles vont lancer ces produits. Donc, on va voir, on va les... comment dire, on va les accompagner, Inch'Allah. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je suis en contact avec plusieurs DG de banques ici en Algérie. On va les aider à justement donner une bonne image de ces produits, avec, comme vous le dites, une bonne maîtrise des coûts, afin que le citoyen algérien ne subit pas les frais de son choix. Ah oui, c'est très important. Et en matière de... Parce qu'en relevant justement cette question de faire confiance, il y a essentiellement cette question du référentiel shara'i'ik. Donc il y a un problème de standardisation du référentiel shara'i'ik. C'est-à-dire que, supposons que quelqu'un veut acheter un appartement, il va aller à cette banque dite islamique ou dans cette banque conventionnelle qui a une fenêtre islamique, il va leur dire est-ce que c'est halal? Est-ce que je peux acheter avec cette formule-là? Donc il va déjà attendre longtemps parce que ça doit monter d'abord dans le comité Sharia qui va donc étudier son dossier. Cette banque-là va lui dire c'est halal. Il va aller vers une autre banque, ce qui est tout à fait logique. Pourquoi il ne le fera pas? Et on va lui dire non, c'est pas halal. Donc qu'est-ce qu'il va faire ce citoyen lorsqu'il n'y a pas? Il faut qu'il y ait madame, justement... Non, la chose ne se pose pas comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, les banques, avant de lancer ces produits dans leur système d'information, avant de commercialiser ces produits de financement, déjà, ils ont leur comité charia qui atteste... Dans chaque banque? De chaque banque, oui. D'accord. Qui atteste de la bonne... conformité de ce produit par rapport au précepte de la charia. Et il y a le comité central aussi. Voilà, moi je plaide pour qu'il y ait un comité national. Un comité charia national. C'est la proposition que nous avons faite au niveau du RSI, que nous avons touché la Banque centrale, justement, pour créer ce comité, cet organe central. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans des cas
de non-conformité d'une banque par rapport à une autre, et ça va créer une certaine incompréhension de la part des citoyens. Oui. Je ne cite pas de pays, un pays du Golfe, et il n'a pas pris la question au sérieux, alors ils ont ce problème. Alors il y a des comités charia qui autorisent par exemple le tawarruq, et d'autres ne l'autorisent pas. Et ça crée un problème. Nous, pour éviter toute cette polémique, au départ, nous avons proposé la création d'un organe chariatique central. Mais ça ne va pas être, ça va pas alourdir un peu le traitement des dossiers lorsqu'il y a. Pourquoi ne pas créer des comités dans chaque banque? Dans chaque banque, plus mais le central. Pour l'homogénéisation. Non, par souci d'homogénéisation, pour qu'il y ait un seul avis. Très bien. Parce que nous avons un principe chariatique qui dit رأي الحاكم يرفع الخلاف. C'est-à-dire, s'il y a par exemple des divergences de vues, la vision ou la décision finale de ce comité chariatique national, elle va vraiment supprimer tous les avis qui diffèrent. Et ça, c'est une manière justement de créer une certaine homogénéité dans les produits islamiques. Très bien. Et restera après la question de la formation des experts et... Bon, la question de la formation, la Banque centrale... scolaire aussi. Oui, la Banque centrale, d'abord pour ce qui est de la formation du personnel de la banque, alhamdoulilah, l'Institut de formation bancaire, avec l'ABEF, l'Association des établissements financiers, des banques et établissements financiers, ils ont fait un bon travail. On a déjà commencé, j'ai personnellement encadré la première formation les 16-17 juillet passé au niveau de l'ABEF. Au niveau de l'Institut de formation bancaire, avec la collaboration de la Banque islamique de développement. Ils ont un institut de recherche de formation, un institut islamique de recherche de formation. Nous avons déjà fait cette première atelier de formation. Il y a eu le deuxième au mois d'octobre et il y aura incessamment le troisième. Ça, c'est un début. Il y a d'autres, les universités sont en train de former. Nous avons même des doctorats en finance et banque islamique. Donc la formation, elle est là. Il y a pas mal maintenant d'instituts privés qui demandent, qui sollicitent nos services pour leur concevoir des programmes de formation. Ça, je n'ai pas de peur pour ça. Parce que finalement, une fois ces produits lancés, ils seront lancés dans le cadre du système d'information des banques. Donc, les gens qu'on va former, ils ont déjà la matière. Eux, qu'est-ce qu'on va leur enseigner? On va leur enseigner évidemment les principes, les fondements de la finance islamique, etc. Mais ils auront déjà l'outil en main. Ils ne seront pas appelés, à créer, à proposer ce produit. Le produit, il est conçu, préparé par la banque elle-même et par, évidemment, en consultation avec les experts en charia. C'est une chose qu'on a fait déjà avec la CNEP, qu'on a fait avec la BADR, qu'on a fait avec la BNA. Donc il y a pas mal de banques. Le crédit propriétaire, le CPA, etc. Donc il y a plusieurs banques, même les banques privées. Nous avons la banque BNP Paribas, nous avons la BC Banque, etc. Donc il y a pas mal de pays. Il y a beaucoup de banques qui déjà sont lancées dans la formation. Moi, je n'ai pas de souci pour ça. Donc la volonté des banques de capter cette manne qui est en dehors du circuit bancaire, elle est là. Les banques, ils mettent le paquet pour vraiment faire le boulot comme il faut. Très bien. On réinsiste sur une dernière intervention par rapport à la stabilité. Comme l'a dit le professeur Boulihraoua dans le reportage, enfin les extraits tout à l'heure, la stabilité législative et la stabilité économique. C'est-à-dire que, indéniablement, cette stabilité législative, elle est fondamentale. Je vais dire tout à l'heure, c'est qu'actuellement, quand on parle des risques pays, c'est-à-dire qu'on sait des risques politiques, risques sécuritaires, il y a ce qu'on appelle l'aspect macro. Dans l'aspect macro, l'un des aspects qui est exigé, c'est la stabilité juridique. C'est-à-dire que demain, vous avez un investisseur qui décide de venir injecter de son argent. Il va de soi qu'il ne fait pas dans la philanthropie, dans la charité. Il est tout à fait naturel qu'il attende qu'il y ait un retour de dividendes, des dividendes et un retour d'investissement. Donc la crainte de beaucoup d'investisseurs, c'est de dire que si j'investis, je n'ai pas la garantie que le régime juridique sous lequel cet investissement a été établi ne va pas changer du jour au lendemain. Donc là, c'est un problème, c'est un aspect fondamental. C'est-à-dire que quand un investisseur
ils ne cherchent pas la stabilité, uniquement la stabilité politique, qui est une condition sine qua non. Ils ne cherchent pas uniquement la stabilité sécuritaire, mais cette instabilité institutionnelle et juridique. C'est-à-dire quand il faudrait un droit en bon état. C'est-à-dire que quand j'investis en termes de code de commerce, en termes de législation financière, en termes de droit bancaire, en termes de transactions, c'est-à-dire que les gens aimeraient bien savoir sur quel chemin ils s'avancent. Voilà, ils s'avancent. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas le flou. Donc là, je crois qu'il y a un effort fondamental qui devrait être fait. Et ce qu'il faudrait comprendre, que les investisseurs, c'est-à-dire qu'ils ne viennent ici, c'est tout à fait normal que pour faire de l'argent. Il est tout à fait naturel qu'un État essaie de rameuter, ce qu'on appelle d'attirer les investisseurs, mais faut-il pour cela qu'il y ait des efforts à faire, c'est-à-dire qu'il y ait des réformes, et notamment des réformes au niveau de la législation, au niveau des actes juridiques, parce que le plus fondamental pour un investisseur, c'est la sécurité juridique. Très bien. C'est tout le problème de la politique d'investissement dans notre pays. Il faut cette stabilité institutionnelle, cette stabilité dans les lois, cette stabilité juridique. L'investisseur doit se sentir vraiment fait l'aman. Il vient ici, il est bien pris en charge, et il n'y a pas une instruction qui, du jour au lendemain, va changer la loi. Professeur Mohamed Boujelal, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Cherif Delis. Merci à Boubacar Ayata et à toute l'équipe technique derrière lui qui a réalisé cette émission. On se retrouve mercredi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.